Bonjour à tous. On a tous rêvé d'avoir une sorte de 10 sur 10 en étant à l'école, mais c'est finalement cette petite accroche, elle n'est pas pour rien de 10. C'est comme ça qu'on appelle souvent les dyslexiques, dyspraxiques. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'école, mais attention, on va parler d'échecs scolaires qui n'existent pas. Un livre écrit, L'échec scolaire n'existe pas, par Juliette Speranza, aux éditions Albin Michel. Ça va être l'occasion de se poser des questions sur l'éducation nationale, sur ce qui se passe au sein de nos classes, sur la manière finalement dont on a de faire cours et la manière de peut-être voir les élèves de manière traditionnelle, dits normaux, anormaux, atypiques, parce que dyslexiques, dits autistes, peut-être les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels, etc., etc. Toute une liste d'élèves qui ne sont pas forcément totalement dans la norme. Et c'est l'axe un peu que nous prend Juliette Speranza avec cet essai. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es notamment philosophe et notamment, et là, dans cet ouvrage, tu es assez critique sur cette forme d'éducation et tu nous apprends justement à y voir un peu plus clair, mais notamment aussi avec ton propre parcours d'enseignante, car tu as été aussi, et tu es enseignante notamment. Oui, je suis enseignante. Alors j'ai quitté le système scolaire éducation nationale pour les raisons que je dénonce dans ce livre, parce que c'est un système qui est vraiment, qui pour moi empêche les enseignants d'accompagner au mieux les élèves. Mais voilà, j'enseigne actuellement dans le privé et je fais une thèse sur le sujet des normes scolaires et de la neurodiversité pour essayer de trouver des solutions, parce que c'est pas simple de s'en sortir. Avec nous aussi Isabelle De Citre, qui est présidente de l'association Dyspraxie France 1083. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors je suis ravi que tu sois venu parce que je t'ai proposé de partager l'émission avec nous parce qu'en tant que présidente d'une association de dyspraxie, tu connais bien la chose. Tu as lu aussi l'ouvrage, je crois, de Juliette. Oui. Et tu pourras nous en donner aussi un petit retour puisque tu partages peut-être aussi un certain regard avec l'habitude des personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiques, 10-10-10, le fameux 10 sur 10. Oui, tout à fait. Et puis avec nous aussi notre chroniqueuse qui nous accompagne tout au long de la semaine, Stéphanie Slimani. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe. Alors toi aujourd'hui, tu n'as pas prévu de chronique aussi, tu as un petit billet en lien avec le Var. Oui, on fera juste une petite bulle comme ça d'infos culturelles. Je vous en parlerai tout à l'heure. Un nouveau bureau d'accueil des tournages qui s'est ouvert il y a 2 mois. Et puis on aura Marianne Allais qui nous a préparé une petite pastille auto et elle nous fera découvrir une des dernières arrivées de chez Lamborghini tout à l'heure aussi. Bon, on va poser le décor tout de suite sur cet ouvrage qui est sorti aux éditions Albin Michel, rédigé, c'est un essai rédigé par Juliette Speranza, L'échec scolaire n'existe pas. Tu es parti d'un vrai constat, cet ouvrage c'est un constat, c'est un essai où en fin de compte tu dissèques, Juliette, vraiment un peu plein de petits détails et plein d'éléments justement qui font le quotidien de nos élèves, le quotidien de l'apprentissage et tu y vois à l'intérieur de cet ouvrage finalement une manière de peut-être pas forcément, les choses sont peut-être trop normées pour finalement être suffisamment inclusives. Oui, voilà, tout à fait, on parle de plus en plus d'inclusion, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place. Mais à mon sens, il y a tout un travail à faire aussi de structure et de culture de l'école. Enfin, je dis souvent qu'il faut la refonder complètement parce que, à mon avis, ce n'est pas avec des enseignants qui sont pas ou peu formés à ce que j'appelle la neurodiversité, enfin ce qui s'appelle la neurodiversité, mais qui est encore assez méconnue en France, qui est la diversité des intelligences. C'est pas avec des enseignants qui sont assez peu formés à cette diversité et qui sont un petit peu pieds et poings liés avec des programmes et des exigences académiques très strictes, qu'on va réussir à accueillir tous les élèves. Et par ailleurs, en fait, la diversité des profils devrait être, à mon sens, quelque chose qui est pris en compte dans la structure de l'école au départ, en fait. Quand on parle de diversité de profils, on entend notamment on peut parler des TDHA, pour le faire dans le bon ordre cette fois-ci, et qui sont, voilà, mais on peut parler des dyspraxiques, on peut parler de toute forme d'intelligence. Et dans quel sens le professeur n'est pas formé à accueillir ces profils? Et justement, explique-nous un peu la différence avec ces profils.
Alors, les enseignants n'y sont pas formés parce que moi, dans la formation que j'ai pu suivre et puis dans les échanges que j'ai eus avec de nombreux enseignants, en fait, on est vraiment formés à accueillir un modèle unique d'élèves et à appliquer une méthode, à décliner une méthode unique. Après, Finalement, l'élève unique, c'est celui qui est capable de rester assis à sa table, d'écouter, de lever le doigt finalement au bon moment, d'attendre qu'on lui donne la parole. Et c'est pas forcément cet élève qui a du mal à être attentif, qui a besoin de regarder à l'extérieur, qui a besoin d'autres occupations que simplement écouter le professeur, celui qui tient pas en place, etc. Ou celui peut-être qui va buter, c'est-à-dire apprendre par cœur peut être difficile, réciter, parler, les problèmes d'orthographe ou des lignes droites, etc. En traçant, c'est-à-dire que ces élèves-là qui n'ont pas ces capacités-là, finalement. Oui, voilà, bah, c'est vraiment la diversité des élèves, elle est infinie et les spécificités des élèves. Alors, tu en as cité quelques exemples. Effectivement, on a les TDAH, on a les 10, on a ce qu'on appelle aussi les élèves au potentiel, on a aussi les autistes. Il faut leur faire un petit coucou aujourd'hui, hein, parce que c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Qui était vendredi dernier, oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est vendredi dernier, pardon. Bon, comme on est encore en train de travailler dessus, Non, mais on enregistre surtout, on peut dire la vérité, hein, tout simplement. Désolée, je t'ai un peu déstabilisée là. Oui, donc voilà, c'est vraiment une réalité qui finalement est... Tu citais les autistes, mais on pourrait citer aussi par exemple les sourds aussi, les élèves sourds par exemple aussi. Bien sûr, oui, les élèves sourds, enfin tous les élèves qui sont en situation de handicap aussi font partie de cette diversité, même tous les élèves font partie de cette diversité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, dans notre système actuel, s'y adapter. Et même les enseignants qui ont envie, qui se forment pour s'y adapter, n'en ont pas les moyens pratiques et aussi les moyens pédagogiques au sens où vraiment ils sont un petit peu enfermés dans les attentes du système. Dans ce livre, justement, je vais dire ensuite, tu développes justement accueillir cette diversité, mais pas seulement. Il y a plein de points que tu vas aborder, notamment aussi peut-être dans cette idée de changer les mentalités, notamment parce que ça va aussi sur l'idée de changer les mentalités. En prenant l'exemple, je sais pas, un élève TDAH, toi, est-ce qu'on peut en parler ou pas éventuellement ? Oui, bien sûr. Moi j'ai mon grand qui est haut potentiel et le petit qui est TDAH. Donc c'est pareil, c'est un parcours du combattant, hein, parce qu'il y a des enseignants qui sont très motivés, qui veulent, mais ils n'ont pas les moyens. Par exemple, pour mon petit garçon donc, qui a été diagnostiqué par... Voilà, c'est la dyscroie aussi, là. TDAH. Voilà, il n'y a pas très longtemps, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors, en fait, sa professeure m'a dit, si je l'avais pour moi seul, s'il n'avait que moi, il aurait une scolarité parfaitement normale. Mais comme il doit rentrer dans ces normes et avec un temps précis, et ben voilà. Donc la proposition, c'est quoi ? Alors là, il y a plusieurs propositions, quoi. Il y a de l'accompagnement extérieur, il y a le fait, on a fait une demande pour qu'il ait quelqu'un avec lui, une AVS, et il y a aussi une solution médicamenteuse. C'est justement ça, j'allais dire, Juliette. C'est-à-dire que la solution, c'est-à-dire un élève qui est comme ça, on va d'un seul coup lui demander à ce qu'il prenne des médicaments, notamment, pour qu'il puisse, j'allais dire, être normé. C'est ça, justement, en fin de compte, ton livre va prendre plein d'exemples de cette manière-là et montrer un peu cette colère qu'il y a peut-être d'autres solutions et proposer des solutions, notamment. Oui, alors par rapport au point spécifique du TDAH, c'est assez vaste quand même. Comment dire, c'est un spectre assez large, on va dire. Et après, moi, je suis pas médecin, donc je peux pas dire il y a aucun enfant TDAH n'a besoin de traitement parce que je sais que les situations sont très différentes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand un enfant va avoir un profil spécifique et qui va avoir des soucis, par exemple, effectivement liés au TDAH, donc d'attention, d'impulsivité, à rester en place. Là, c'est évident que le système scolaire va accentuer ces difficultés-là jusqu'à parfois pathologiser des profils qui ne sont pas en fait des profils pathologiques. C'est ça le problème. L'évaluation aussi dans tout ça aussi est peut-être pas une chose qui est prise de la bonne manière pour toi ? Oh oui, tout à fait. L'évaluation, je mentionne dans mon livre ce qu'on appelle la constante macabre, qui est une étude qui a prouvé en fait que les évaluations déjà n'étaient pas quelque chose d'objectif, que c'était toujours influencé par des attentes, on va dire inconscientes pour parler vite, qui sont infligées aux enseignants, mais aussi il a été prouvé que le système d'évaluation en fait est plutôt contre-productif. Donc effectivement, l'évaluation là-dedans
n'a aucun intérêt, puisque, à mon avis, la finalité de l'école qu'on attend tous, que tous les parents, que tous les enseignants attendent, c'est une école qui accompagne chaque enfant dans son développement, vers le savoir, dans le respect de l'amour du savoir, parce que moi je pense vraiment que l'amour du savoir existe, hein, et voilà, et qui ne sanctionne pas des savoirs et le rythme auquel, ça c'est un point qui est important aussi, le rythme pas uniquement au quotidien, mais le rythme du développement d'un enfant, qui ne va pas sanctionner le rythme, les centres d'intérêt et les compétences qui sont toujours hétérogènes d'un individu à l'autre. Quand tu parles de rythme, notamment aussi, tu soulignes l'intérieur, ce rythme aussi d'apprentissage, à tel moment, il y a telle étape numéro 1 qui doit être franchie, à tel moment, il y a l'étape numéro 2, à tel moment numéro 3. Donc, et si un élève qui n'a pas pris le wagon en marche, c'est l'étape 1, il ne sait pas ça, ben, on passe à l'étape 2, point. Voilà, ça, à mon sens, c'est complètement dramatique. Et encore une fois, il y a un vrai problème. Il faut vraiment revoir notre structure, revoir notre façon de gérer les programmes, les attentes, parce qu'il y a vraiment des attentes qui sont très, très précises au cours d'une année, au cours d'une scolarité, au cours des cycles. Et vraiment, oui, il y a des enfants qui vont être pénalisés et qui vont passer à côté de savoir dont ils auraient très bien pu se saisir d'une autre manière. Je vais passer la parole à Isabelle de Citre. Je rappelle que finalement, elle est présidente d'une association qui s'occupe des dyspraxiques. Isabelle, toi, de ton côté, en plus, tu es touchée. Toi, tu as un enfant dyspraxique aussi, si ma mémoire est bonne. Oui. Comment tu as ressenti le livre et comment tu ressens ce regard-là, notamment sur le besoin de changer peut-être la pédagogie? Alors moi déjà, Madame Speranza, je voulais vous remercier. J'ai lu votre livre, j'ai pleuré parce que je me suis revue des années en arrière et j'ai vécu ce que beaucoup de parents vivent. Après, votre livre, il est plein de bon sens et de préconisations logiques. C'est une évidence tout ce que vous dites et pourquoi ce n'est pas mis en place. C'est vrai que je pense qu'en France, il y a deux choses à réformer. C'est l'éducation nationale et l'hôpital. Mais c'est vrai que votre livre m'a ramené à des années en arrière et en tant que maman et en tant que présidente d'association, ce que vivent certains enfants, c'est-à-dire qu'ils sont malheureux à l'école. Un exemple précis, par exemple, Isabelle, des exemples dans lesquels, justement, où tu peux donner des exemples pratiques, concrets, sur lesquels, justement, tu es confronté en tant que parent d'enfants dyspraxiques et où tu retrouves qu'il y a des blocages, notamment? Oui, quand on dit qu'un enfant dyspraxique ne doit plus écrire, soit il doit avoir une compensation avec un ordinateur, soit avec une tierce personne. L'éducation nationale a du mal à comprendre comment un enfant sans écriture va pouvoir arriver à poursuivre sa scolarisation. Mais non, il faut qu'il écrive, c'est pas possible et tout. Et c'est vrai que nous, parents, on a toujours du mal parce qu'on a l'impression qu'on veut excuser ou trouver des privilèges à nos enfants, alors que non, c'est pas du tout le cas. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants y réussissent, qu'ils soient pas plus tard une charge pour la société ni pour leur famille. Et on voit trop de... Je pense qu'on est quand même sur la bonne voie parce qu'on voit trop de souffrance. Et après, souffrance scolaire veut dire échec scolaire, veut dire échec dans la vie tout court. Socialement, c'est très compliqué. Pas de travail, pas d'amis. Voilà. Et pour un adolescent aussi, ou même ne prenons que le collège, c'est-à-dire que d'un seul coup au collège, être accompagné par une AVS, par un ordinateur, par des choses comme ça, c'est des fois stigmatisant et voilà. Et c'est plutôt vu que il a une faiblesse, alors que c'est pas une faiblesse, c'est plutôt que il réfléchit pas de la même manière. Et je pense que, je dis peut-être une bêtise, Juliette, mais c'est peut-être qu'on oublie de dire non. Ils réfléchissent différemment, ils fonctionnent différemment. Ils n'ont pas de faiblesse, c'est-à-dire que c'est une forme de réflexion différente. Bien sûr, parce que nous, on fait des sensibilisations dans les collèges. Et quand on explique aux collégiens qu'un enfant autiste, il est certainement beaucoup plus intelligent que eux, il a un QI, quand c'est un autisme Asperger, ils ont du mal à le comprendre ou à le croire. En fait, il y a toute une éducation en France sur la différence, quelle qu'elle soit, et je crois qu'on a du retard
On a du retard et c'est vrai qu'il faut ce livre-là que j'ai lu, je pense qu'il en faudrait des tas. Il faudrait communiquer, il faudrait expliquer que la différence est une richesse. Pourquoi, comme vous le disiez très bien au début du livre, un enfant qui a des troubles de l'apprentissage, il est automatiquement considéré comme fautif. Voilà. Alors vous imaginez la sensation des parents. Justement, ce que tu es en train de dire, Isabelle, je vais repasser la parole à Juliette. Ce que vous entendez aussi, Juliette, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça parle aux parents, ça parle aux associations, ça parle aux personnes concernées, et finalement, c'est juste une sorte d'énumération de choses qui sont présentées, comment elles sont ressenties, et à chaque fois, il y a des propositions quand même, et des axes de propositions et de regard, et c'est toujours accepter la différence, mais l'inclure, cette différence, réellement, et pas la normer, finalement. Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup. J'ai été très touchée aussi par votre retour. Oui, bien sûr, il y a un vrai travail à faire. Je pense, voilà, on insiste là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important de faire un gros travail de sensibilisation auprès des élèves et auprès des enseignants et des familles par rapport à la richesse de cette diversité qui n'est pas, comment dire, c'est pas de la bien-pensance, c'est une réalité. Et je relisais l'autre jour un texte de Diderot sur les aveugles qui mettait lui aussi en avant les capacités que développaient aussi les aveugles. En fait, on a toujours, et d'ailleurs il y a un dicton populaire aussi qui dit on a les défauts on a les qualités de ses défauts, pardon. Voilà, c'est du bon sens, c'est réel, et ça il faut vraiment insister là-dessus et former davantage, effectivement. Cette idée dont on a les qualités de ses défauts, finalement, c'est-à-dire qu'une personne, je prends l'exemple de une personne hypersensible dans certains domaines, finalement, elle a une vision sur l'émotion et elle arrive à trouver une justesse dans d'autres domaines. J'allais dire, c'est pareil, la personne hyperactive qui a besoin d'attention, etc., ailleurs, elle va regarder des choses peut-être que les autres ne voient pas et en fin de compte, ce sont des profils aussi. Vous parlez de l'éducation nationale, mais même le monde professionnel a besoin de savoir qu'accueillir ces différents profils, c'est des forces dans les équipes pour pouvoir redistribuer finalement des choses vitales. Bien sûr, il y a un mouvement dans le monde de l'entreprise. Il y a certaines grosses entreprises même qui s'intéressent au sujet de la neurodiversité et qui ont bien compris que c'était dans leur intérêt. C'est pas uniquement de la philanthropie. Ils ont vraiment compris que en respectant la diversité des besoins aussi, parce qu'il y a les besoins, le cadre, le relationnel, le rythme de travail, en prenant en considération cette diversité-là, ils vont faire de leur entreprise une entreprise où on se sent bien, où on produit beaucoup plus, etc., ou beaucoup mieux, etc. Donc voilà. Dans le monde de l'entreprise, on l'a compris aussi. Dans le monde de l'école, comme j'ai dit tout à l'heure, même si les enseignants commencent à le comprendre, on reste quand même coincé dans cette culture où on va hiérarchiser les intelligences, pathologiser les différences. Alors, est-ce que c'est dû au fait que autour d'un diagnostic, on va présenter ça de manière beaucoup trop médicalisée? Je ne sais pas, parce qu'on a aussi besoin parfois du médical, des neurosciences pour expliquer certains comportements. Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas d'un point de vue culturel, il faut vraiment qu'on arrive effectivement à valoriser cette diversité qui est importante aussi pour mettre fin à la phobie scolaire, au harcèlement scolaire, à l'échec scolaire qui en découle. En tout cas, oui, tu as raison, parce qu'aussi beaucoup de ces élèves qui ont cette différence ou qui ont une différence subissent du harcèlement scolaire. Et puis derrière, il y a beaucoup d'élèves qui décrochent scolairement parlant. Il y a des tentatives de suicide aussi chez beaucoup de jeunes, etc. C'est-à-dire que c'est important de le dire parce que c'est une réalité. En tout cas, ton ouvrage, c'est un vrai essai engagé en faveur d'une école, j'allais dire, peut-être progressiste et évolutive. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. On va aller dans un domaine un peu où on va nous faire rêver, vous allez voir. Avec toi, avec une petite parenthèse toute courte, tu vas nous rappeler que sur notre territoire, Varois, se créent notamment des bureaux qui sont un peu des bureaux à fabrication de rêves. Oui, on fabrique du rêve, c'est le cinéma, voilà. C'est le 7e art et depuis le 1er janvier 2021, en tout cas, la métropole TPM a ouvert le bureau d'accueil des tournages. Donc ce sont des services, c'est une structure qui va vraiment faciliter et inviter aussi les différentes équipes de tournage pour des films moyens, courts ou longs métrages. Et alors, différentes manières, ça va être pour
pour donc faciliter par exemple les repérages, proposer des lieux un peu atypiques. Des fois, certains réalisateurs ont envie de tourner dans un décor bien particulier ou bien dans une architecture un peu particulière. Et donc, ce bureau-là fait le lien entre les équipes de tournage et puis le lieu, voilà, le territoire. On est sur Métropole TPN, donc c'est Toulon-Provence-Méditerranée, c'est 12 villes. 12 villes, 12 villes tout à fait. Autour, donc la Seine, Toulon évidemment, la gare de la Valette. Ça va jusqu'à la Crau, la Valette, Sierre, Sifour. Oui, le Pradès, Saint-Mandrier, Sifour-les-Plages, Olioul, voilà, il y en a beaucoup, le Revest aussi, la Valette du Var. Donc c'est très varié. Voilà, toute cette équipe-là, ça s'occupe aussi de trouver par exemple tout ce qui est hôtellerie, restauration pour l'accueil et de mettre aussi, c'est très intéressant, en lien les techniciens locaux. Si on a besoin d'un cadreur ou de prise de son, il y a aussi souvent les équipes vont prendre sur place des techniciens. Finalement, un bureau indispensable pour apprendre à faire découvrir nos lieux de tournage, en même temps pour pouvoir accueillir aussi ces équipes-là, donc faciliter l'accueil, donc une forme d'économie hôtelière aussi, mais derrière aussi donner de l'emploi aux techniciens. Et puis ça valorise le territoire, puisqu'ensuite, sur des longs métrages, sur des films, on va retrouver nos paysages. Du genre ? Du genre, alors par exemple, dans le Grand Bleu, est-ce que tu sais où est-ce que le Grand Bleu a été tourné ? Tu sais que oui. Ça a été tourné au Port de Niel, c'est la scène où ils arrivent en bateau et tout, Port de Niel à Hyères. Oui, voilà, par exemple, le film aussi avec Pierre Ninet, Un homme idéal. Je ne sais pas. Alors, quelques scènes ont été tournées à Toulon, notamment. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, je crois, le film Divorce Club de Michael Youn. C'est pas l'année dernière, c'était l'année qui précédait, mais il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. C'est La belle villa du Pradé, j'ai oublié le nom qu'elle avait. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai qu'on a énormément de paysages, on est entre la mer et la montagne, il y a aussi beaucoup d'architecture. Et donc, notre territoire aussi peut être valorisé à travers le cinéma. Et le bureau d'accueil des tournages est là pour ça. Le plus vieux film, dont je dirais La femme du boulanger au Castellet, je me souviens aussi, pareil. Il y en a eu d'autres. Le petit baigneur à la Seine-sur-Mer, L'arrivée sur le port à la Seine-sur-mer, etc. Et tant d'autres films. Mais c'est vrai qu'on n'associe pas forcément cette carte postale-là, etc. Il faudrait presque qu'on communique même sur cette idée. Ces films ont été tournés là, quoi. Oui. Et sur la page du bureau des tournages, vous pouvez voir, il y a ce petit bandeau qui vous dit tous les films qui ont été tournés dans le Var. Tournage-tpm.fr. Voilà. Et puis on va regarder un petit sujet que nous a préparé, merci Stéphanie, un petit sujet que nous a préparé Marianne Allais. Elle est allée voir une fameuse Lamborghini, une toute nouvelle, et puis elle est allée à Paris spécialement pour ça, enfin je crois. Bonjour à toute la team de la grande émission. Aujourd'hui, je me suis téléportée à Paris, au sein du showroom Lamborghini, pour vous présenter le modèle d'exception qui est juste derrière moi, avec une très très belle colorie, ultra punchy, ultra flashy, et du coup qui amène de la joie et de la bonne humeur. Juste derrière moi, j'ai justement le modèle Huracan Evo Spider. On est aujourd'hui sur un V10 qui fait 640 chevaux pour 1,5 tonne. Autant vous dire que sur route ou en piste, ça déménage. Je vous amène à l'intérieur pour vous présenter tout ça. Je me trouve à l'intérieur de ce bijou, de cette voiture exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui chaque Lamborghini est assez prestigieuse et apporte une exception, puisque vous pouvez la personnaliser de A à Z, c'est-à-dire que l'ensemble de la voiture est personnalisable. Alors vous donnez un ordre d'idée en termes de chiffres sur les couleurs, et bien il n'y en a pas puisqu'il y a des multitudes, et il faut savoir que Lamborghini sort des couleurs tous les ans, voilà, des nouveaux modèles, des nouvelles coloris pour votre voiture afin qu'elle soit exceptionnelle mais surtout unique et qu'elle vous représente. À l'intérieur de cette voiture, on peut par exemple, comme vous pouvez le voir sur le volant, personnaliser les coutures, personnaliser l'intérieur, si vous voulez du carbone, pas du carbone. Donc c'est ça qui fait justement que cette marque est exceptionnelle. Donc là, je vais vous emmener à bord. Vous pouvez voir justement le compteur. Donc au niveau du compteur, on peut choisir en fait son mode de conduite, ce qui permettra un changement au niveau de l'affichage. Donc on passe du mode Strada au mode Sport, au mode Corsa. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, le Corsa c'est le mode vraiment sport. On est sur une voiture sportive, on est sur une voiture racée et moi je trouve ça magique. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de me croire à l'intérieur d'une fusée spatiale. En effet, quand vous voyez la finition, le détail qu'apporte Lamborghini justement à ses boutons, à la tablette centrale, le start and stop, on soulève ici, on appuie. C'est quelque chose qui est vraiment hors du commun et signé justement l'ADN Lamborghini. On est vraiment comme si on était sur une voiture de course mais que vous pouvez conduire tous les jours. Je sais pas vous, mais moi j'ai un réel coup de cœur pour cette marque justement et cette automobile. On est décapoté, on a les chevaux au vent
Moi, je m'y vois déjà bien, hein, sur la côte, en train de me pavaner au volant de cette magnifique voiture. Alors, j'espère que cette immersion vous a plu, que ce modèle aussi, et on se retrouve très vite pour la grande émission. Eh bien voilà, on se retrouve très vite avec grand plaisir. Et en tout cas, on va aussi saluer à nouveau cet ouvrage de Juliette Speranza, L'échec scolaire n'existe pas, aux éditions Albin Michel. Un grand merci à toi, surtout Juliette. Un petit mot peut-être pour conclure et peut-être amener les gens à lire ton livre aussi. Oui, alors déjà merci pour cette émission, merci de m'avoir reçu. Ce livre, il a vraiment été écrit pour contribuer à changer les choses, pour contribuer à ce qu'on puisse construire ensemble une école où chacun sera bien respecté et pourra évoluer en accord avec soi-même, avec ce qu'il est. En tout cas, je pense que c'est vraiment important que les... Pardon, j'allais dire justement Isabelle de Citre qui prenait la parole tout à l'heure, présidente de l'association Dyspraxie. Justement, elle en était émue par rapport à son parcours et j'ai l'impression, comme tu disais Isabelle tout à l'heure, il y a des solutions assez simples. Mais finalement, pour vous aussi, association, ça vous donne peut-être des arguments aussi pour œuvrer, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Et surtout, moi, après 20 ans de militantisme associatif, les enfants qu'on a connus qui avaient 5-6 ans maintenant sont devenus des adultes et il y en a beaucoup qui réussissent, chefs d'entreprise, journalistes et donc ça permet à tout le monde de garder espoir et je veux dire aux parents de croire en leurs enfants, de jamais rien lâcher, de continuer le dialogue toujours bienveillant avec l'éducation nationale. Et je peux vous dire que ça vaut le coup parce que ce sont des enfants extraordinaires. Bon ben voilà, ça va rassurer plein de parents. Voilà, vous avez le nez dans le guidon, mais plus tard ça va bien rouler, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Merci à toi aussi, Stéphanie, et puis dis à ton fils que normalement ça devrait aller. Hein. Oh, j'en suis sûre. Voilà, il faut juste qu'il fasse attention à son bol de céréales le matin, c'est tout. Merci à toutes les trois, merci à toi Juliette, et puis merci Isabelle, et puis merci à toute notre équipe aussi. À très bientôt, à demain par exemple.